Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury et ce numéro sera consacré bien sûr à l'actualité. Comme d'habitude, nous allons scruter un tout petit peu les raisons qui, selon les confrères, ont motivé ce choix porté sur Komi Selom Klasu alias Edmond pour être à la tête du gouvernement, donc pour devenir le nouveau locataire de la primature. Qu'attendre donc de lui? Nous allons en parler puisque le sujet fait la une des journaux. Nous allons également faire un zoom sur la situation qui prévaut dans le monde agricole par rapport au PADAT. Que se passe-t-il réellement entre le ministère de l'Agriculture et son partenaire financier, le FIDA? Le sujet est à lire à la une du journal Temps Nouveau ce matin et nous avons avec nous justement son directeur de publication. Nous allons en parler, mais avant nous allons ouvrir avec une interrogation. Quel regard portez-vous sur la capitale en cette période de pluie et que faire pour améliorer le sort des populations sinistrées? Pour ce qui concerne les raisons qui aurait motivé le choix de Selom Komi Klasu à la primature et ce que les acteurs pensent de lui. Le sujet également fait la une du journal La Fraternité et nous avons également son directeur avec nous. Bien de choses à vous toutes et à vous tous, surtout votre fidélité nous honore. Rapidement autour de ce plateau avec moi, Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour tout le monde. Et notre second invité, on l'a déjà annoncé, directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Acha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Voilà, je sais qu'avant d'arriver ici, vous avez dû traverser les mêmes peines que les conducteurs de taxi-moto, surtout qui subissent cette période, y compris également les piétons. D'où l'interrogation, quel regard portez-vous sur la capitale en cette période de pluie et que faire pour améliorer le sort des populations sinistrées, Joël? Que faire pour améliorer le sort des populations sinistrées? Je crois que c'est des initiatives qui doivent être prises en amont. Si Lomé est toujours sinistré, les populations ont toujours les pieds dans l'eau, les meubles dans l'eau, ça veut dire que les initiatives qui avaient été récemment prises en amont ont été soit mal exécutées ou mal conçues. Donc cela dit, ces périodes de pluie, moi je le dis, à quelque chose malheur est bon. Ça permet aujourd'hui, ça permet à la population d'apprécier comment est-ce que le gouvernement gère cette histoire de drainage de l'eau à Lomé, avec tous les milliards qui ont été décaissés, tous les milliards qui ont été distribués à ces différentes entreprises. Est-ce que ces entreprises-là ont vraiment la compétence de faire le travail? C'est dommage parce que au final, si on arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas compétentes, ça veut dire que c'est les Togolais, enfin c'est nos frères qui seront écartés pour qu'on recoure aux étrangers. Or, normalement, ils sont plus disposés, ils sont plus pressentis pour mieux maîtriser le terrain parce qu'on a tous grandi à Lomé ici. Le Togo, c'est chez nous, donc c'est pas aux étrangers de venir maintenant mettre en place un plan d'irrigation efficace. C'est eux qui connaissent très bien par où l'eau se stagne, comment le faire partir. Ils ont fréquenté. Pour cela, ils sont sortis nantis des diplômes, donc la preuve la chance leur a été donnée de faire la preuve. Maintenant, les populations sont là pour apprécier. Est-il que c'est vrai que comment vous l'appelez, la géographie, elle est mouvante. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas d'érosion, l'érosion peut arriver, etc. On peut peut-être trouver des situations atténuantes, mais est-il que dans l'ensemble, la pluie est venue comme un tribunal pour ces entreprises, évaluer un tout petit peu. Ces entreprises de BTP là, où chacun leur donnera la note qu'il faut. Voilà, Ibrahim. Bon, il faut dire qu'en ces saisons de pluie, à Lomé, la circulation n'est pas aussi comme on l'aurait souhaité. Notamment, mon confrère disait tout de suite qu'il y a eu des milliards qui ont été investis pour la construction des infrastructures routières et surtout la construction aussi des infrastructures d'évacuation d'eau pluviale. Donc vous savez que, comme nous l'avons toujours dit, l'exécution des travaux a péché par endroits, notamment au niveau des caniveaux qui ne sont pas assez larges. Ça fait que lorsqu'il y a une pluie qui tombe sur la ville de Lomé, les eaux pluviales qui devaient normalement emprunter ces caniveaux, aller vers les bassins de rétention, débordent ces caniveaux et du coup ça fait que
les eaux se retrouvent un peu partout, on trouve de l'eau un peu partout dans des maisons. Mais il faut quand même relativiser, dire que la situation s'est améliorée. Parce que quand nous nous référons aux années 2006, il y avait eu une situation presque apocalyptique à Lomé. Vous avez souvenance de ce qui s'est passé à Déticopé, vous avez souvenance de ce qui s'est passé vers Amakpapé. Même ici à Lomé, il y a des quartiers qui étaient presque inondés. Mais avec l'exécution de ces travaux, ça s'est amélioré. Avant, quand il pleut, vous ne pouvez plus dépasser GTA pour aller vers Balepédo, tout ça là, vous ne pouvez plus parce que l'eau stagne un peu partout, vous n'avez pas accès à ces quartiers. Mais aujourd'hui, avec les travaux, les choses se sont améliorées. Nous disons que dans l'exécution et la conception surtout des futurs projets de construction de routes, il faudrait tenir compte de tout ce que nous avons constaté comme raté et améliorer pour que les choses aillent normalement. M. Faure-Gnassingbé a parlé de l'émergence du progrès et je pense que le progrès aussi doit passer par la bonne exécution aussi des travaux. Voilà, Joël, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Togo ou la capitale togolaise se fait rattraper par des erreurs du passé, puisque vous prenez des routes comme celle nationale numéro 5, je crois on l'appelle Lomé-Palimé, une route qui est construite sans caniveau. Et la plupart des routes à l'époque étaient construites sans caniveau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces erreurs sont en train de rattraper la capitale? Donc ces erreurs sont en train de rattraper la capitale, mais ces erreurs doivent nous permettre plutôt de réinterroger les valeurs que nous avons, enfin la gestion que nous avons fait des valeurs humaines durant les 55 ans que notre pays a choisi de prendre son destin en main. Est-ce que nous avons réussi à construire une société moralement solide? Est-ce que nous avons réussi à, comment vous l'appelez, à inculquer à ces jeunes qu'on a formés durant ces 55 ans-là, le patriotisme? Est-ce que nous avons réussi à leur inculquer la responsabilité dans tout ce qui était confié? Rodrigue, moi je l'ai toujours dit, l'un des problèmes, quand tu vois tous les problèmes du Togo, le nœud, en fait, tout se résume comment vous l'appelez, tout se résume en ce refus-là qu'on a instauré depuis des années de rendre compte, le refus de la redevabilité. C'est-à-dire que personne ne rend compte à personne. Personne ne se sent obligé de faire le devoir qu'on lui confie dignement et, comment vous l'appelez, et dignement et sérieusement. Donc, c'est tout cela qui a conduit au bitument de ces routes-là, où par exemple tu vois la route Lomé-Palimé. D'ailleurs, tu parles de l'absence des caniveaux. Quand tu vois même la chaussée, est-ce que cette chaussée est raisonnable? C'est-à-dire que pour, comment vous l'appelez, pour des techniciens qui savent que le pays ne s'arrête pas seulement, ça a été fait, je crois, du temps du Premier ministre Kofigo, dans les années 91, 80. Le Togo ne s'arrête pas seulement en 91. C'est-à-dire en 5 ans, le trafic ne sera pas la même chose. Tant en termes d'influence, tant en termes de, comment vous l'appelez, de capacité de charge des véhicules. On a fait une chaussée qui fait à peine 1 cm à 2 cm d'épaisseur. Mais attendez, comment... Et la largeur aussi... Effectivement, justement, la largeur qui est tellement petite que même les dépassements sont difficiles sur cette voie. Voilà, ça veut dire que je crois que ces genres de constats doivent nous amener à décider dès à présent d'instaurer une nouvelle société. Et je le dis, c'est très important, cela passe également par tout le sérieux qu'on accorde à la presse. Parce que quand on accorde le sérieux qu'on a, la presse est un instrument d'éducation, non seulement de sensibilisation, mais surtout d'éducation. L'information, la sensibilisation, moi je l'ai même en seconde position, c'est l'éducation, parce que l'État ne peut pas éduquer tout le monde. Or, la presse atteint toutes les couches. Mais quand je demande qu'on accorde toute l'importance à la presse, mais cela passe par la gestion que l'État même fait de la presse. Ça ne sert à rien de vouloir chaque fois politiser la presse, mettre en place plus de journalistes, enfin faire asseoir une politique où il y a plus de journalistes proches du pouvoir et qui ne viennent même pas pour critiquer. Est-ce que ce n'est pas la liberté d'expression, des points de vue, la liberté de prise de position? Rodrigue, nous savons très bien, tu sais très bien, les confrères qui sont résolument proches du pouvoir servent sur les antennes. Est-ce que c'est ça aussi la liberté d'expression? Mais la liberté de raisonnement demande à ce que tu sois critique envers tout le monde, même si c'est ton pareil, parce que la critique est source de progrès. Mais quand
on veut, comment vous l'appelez, on veut vassaliser les journalistes, on veut, comment vous l'appelez, les contraindre comment vous l'appelez, dans la pensée unique. En quoi est-ce qu'on participe à construire un pays? Donc, en clair, aujourd'hui, le pays a failli sur les 55 ans. En quoi est-ce qu'on contribue à, comment vous l'appelez, à contraindre ces entrepreneurs de BTP-là à faire un travail digne? Je vous confie que, par exemple, nous avons eu, le journal Fraternité a saisi le ministre des Travaux publics. Il y a de cela environ, ça fait déjà 2 mois que nous avons envoyé un courrier pour lui dire, mais ce qui nous avantagerait, ce qui lui avantagerait lui-même, avantagerait tout le pays, c'est qu'il mette en place un groupe de journalistes qui, à chaque fois qu'un chantier est confié à une entreprise, les journalistes sont témoins. Nous voyons, nous sommes témoins des paramètres qui sont exigés, des paramètres d'exécution qui sont exigés de la part de l'entreprise. Après, les journalistes peuvent faire des descentes sur le terrain, même organisées par le ministère, pour aller voir est-ce qu'effectivement le gars respecte tant le délai que les conditions techniques dans l'exécution de ces travaux-là. Parce que une route qu'on bitume aujourd'hui à 1 milliard, nous mettons 25 ans environ pour le payer. Et c'est nous tous qui le payons. Donc ça ne va dans l'intérêt de personne qu'on laisse, qu'on cultive l'improvisation, la désinvolture dans l'exécution de ces travaux. Mais bon, personne n'a trouvé. Le ministre n'a pas trouvé nécessaire de répondre. Parce que peut-être qu'il y réfléchit. Non, attendez, il réfléchit depuis 2 mois. C'est la vie de la nation. C'est la richesse produite ensemble qu'on investit là. Donc je ne vois pas, parce que le ministre sait que bon, il n'a de compte à rendre à personne. Tu as beau crier sur Cannes TV, tu as beau crier sur Canal FM, tu as beau faire le tour de toutes les radios, et personne ne lui demandera de rendre compte. Voilà comment nous avons conçu le pays. Et en plus de cela, on a élevé le clientélisme en diplôme. Le clientélisme est devenu une compétence. Le clientélisme est devenu la seule condition d'accès au marché public. Comment vous l'appelez? Mais il y a quand même une autorité de régulation, une autorité qui intervient dans la régulation de l'attribution des marchés publics. Vous savez, il y a une chose. Il y a les institutions que vous mettez en place et il y a le sérieux que ces institutions-là font. Il y a la confiance que les populations, vu les prestations de l'institution, mettent en ces institutions-là. Mais attendez, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les cours constitutionnels qui sont les premiers créateurs de problèmes politiques dans leur pays. On va y revenir. Quand vous voyez le cas du Burundi, aujourd'hui, quand vous voyez même... attendez, les exemples sont légion. On va y revenir tout à l'heure. On va rester pour le moment dans le cadre des travaux publics par rapport à la construction des infrastructures routières. Et je reviens avec vous, Ibrahim. La même question. Est-ce qu'on est en train d'être rattrapé par les erreurs du passé dans la construction des infrastructures routières? Oui, il faut dire que la conception a été mal faite, ou seulement il n'y avait pas une vision à long terme dans la conception de ces infrastructures. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des routes qui ont été construites sans même qu'on ne prévoie les caniveaux. Et le vrai problème sous les tropiques, c'est que, en tout cas, nous sommes habitués à concevoir des projets, à dire on fait avec, on va faire ça en attendant. Et vous voyez que quand c'est fait dans ces conditions, dans cette mentalité de juste racoler, de juste faire du rafistolage, ça n'amène pas ce que l'ouvrage tienne et que l'ouvrage puisse servir dans une durée beaucoup plus raisonnable. Et donc nous allons demander, et c'est ce que nous faisons toujours, aux techniciens du ministère des Travaux publics de prendre le soin dorénavant dans la conception des projets de construction de routes, de voir le côté durabilité des ouvrages et aussi de faire en sorte que la conception tienne compte de l'environnement et surtout des défis qui s'imposent dans notre pays. Aujourd'hui, quand on construit une route dans la ville de Lomé, avec en tout cas la couche de stabilisation ne fait même pas 1 centimètre, je me dis qu'il y a des voitures aussi qui voient le jour. Il y a aussi des cargos que vous voyez, des pneus qui n'étaient même pas adaptés aux routes à ces routes-là à l'époque. Voilà, et qui sortent et qui viennent. Donc voilà beaucoup de choses aussi que nous voyons. La technologie aussi qui évolue. Mais ça n'explique pas le fait qu'on ait construit des routes sans caniveau.
Non, ça n'explique pas, c'est ce que nous disons. Donc il faut tenir compte de l'évolution du monde et faire en sorte que la conception même tienne compte de beaucoup de paramètres. Il ne faut plus faire ce que nous appelons du hasard, du rafistolage. On fait ça, on dit bon, on va faire avec en attendant. Non, il faut éviter ça. Quand vous voulez concevoir des projets de construction de routes, il faut faire des projets viables, des projets qui puissent tenir dans le temps. Des projets pérennes. Voilà, la pérennité, c'est ça même qui est exigé dans la conduite des projets et dans la conception des projets. Et quand nous voyons un peu ce qui se fait actuellement à Lomé avec les bassins de rétention d'eau que nous avons dans certains quartiers, c'est bien beau, on a besoin de ces bassins d'eau, mais il faut faire ça de manière à ce que ces bassins tiennent. Lorsqu'il n'y a plus que tout ce qu'il y a comme eau fluviale puisse aller dans ces bassins, qu'il y ait aussi un système de pompage, parce que ça doit se faire à la chaîne. Quand le premier bassin est rempli, qu'il y ait un système de pompage qui renvoie l'eau vers un autre bassin, ainsi de suite, et jusqu'à la lagune. C'est comme ça que ça se fait. Donc, je pense qu'on doit revoir cela et surtout éviter aussi les histoires de concentration. Une seule entreprise qui prend tous les marchés, je ne sais pas aussi bien, parce qu'il y a aussi des entreprises aussi, et des Togolais aussi qui ont du talent, qui veulent travailler. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de protecteurs, comme on le dit, ils n'ont pas de parrains dans les sphères décisionnelles que ces entreprises vont courir dans la misère. Il faut amener tous les Togolais à travailler. Quand je vois une entreprise ici à Lomé qui prend presque tous les marchés, partout où vous passez, vous voyez toujours cette entreprise sur les chantiers, bon, ça ne donne pas aussi le sérieux dans la passation des marchés. Je pense que ça aussi, ça doit interpeller le DG de l'autorité de régulation, je pense, des marchés publics, à revoir un peu les stratégies. S'il y a des fuites au niveau même de la perte d'offres, il contrôle ces poulains pour qu'il n'y ait pas trop de connivence entre les entreprises prestataires et la cellule qui s'occupe de la passation des marchés. Ça aussi, c'est un aspect sur lequel le ministre des Travaux publics doit être beaucoup plus regardant. Le futur ministre des Travaux publics. Ok. Le ministre, puisque vous savez, il y a la continuité de l'État. Quand nous parlons du ministre, c'est que quelle que soit la personne qui vienne là-bas, et qui va venir là-bas, que ce ministre travaille et qu'on n'assiste plus à ce genre de corruption. La corruption, c'est un fléau et nous tous nous sommes conscients que la corruption gangrène l'administration publique, ça gangrène les sociétés d'État, ça gangrène la population togolaise, parce que partout où vous passez, vous sentez l'odeur de la corruption, même sur les routes. Vous allez voir quand une personne a une infraction, il suffit seulement de tendre un petit billet de banque à un agent de force de l'ordre et le tour est réglé. Ou bien vous faites un accident, vous êtes dans un tort, il suffit seulement de vociférer et d'avoir quelqu'un de haut placé qui envoie un coup de fil, c'est fini. Et vous êtes devenu le héros, vous avez raison sur celui que vous avez injustement écrasé ou bien celui que vous avez injustement cogné dans la rue. Tous ces facteurs doivent être résolus. Je pense que c'est un appel citoyen que nous devons lancer à l'endroit de ceux qui nous gouvernent et aussi à l'endroit de nous tous, citoyens, que nous posons des comportements citoyens, qu'on ne soit pas tenté à la corruption, parce que c'est la corruption, vous savez, ce que ça a comme conséquence. Quand un ouvrage est mal exécuté, la corruption passée par là, c'est que ça expose toute la population à des dangers. Quand dans l'administration, des projets sont ficelés sur la base de la corruption, c'est que ces projets ne seront pas viables et c'est beaucoup de milliards qui seront engloutis par ces projets. Quand au niveau de l'hôpital, la corruption passe par là, c'est beaucoup de vies aussi qui vont en pâtir. Donc il faudrait que... C'est un phénomène à combattre, un phénomène à combattre et le chef de l'État a parlé de la lutte contre la corruption. Nous voudrons que cela ne s'arrête pas au niveau du discours, mais qu'il y ait des actes concrets sur le terrain et surtout mettre en place des institutions fortes qui puissent traquer les corrompus et les corrupteurs. Voilà, très bien. C'était juste une parenthèse. Nous allons voir ce que ça va donner, mais retenez tout simplement qu'avec une petite pluie, toute la capitale se réveille avec des populations les deux pieds dans l'eau. Difficulté donc de traverser pour surtout les conducteurs de taxi, moto et les piétons. Nous allons vous proposer dans les prochaines heures dans nos programmes un élément sur le vécu donc quotidien de ces conducteurs de taxi, moto et des piétons en période de pluie. Nous revenons... Excusez-moi, Rodrigue, oui, je vous ajouter quelque chose. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure une petite pluie. C'est vrai qu'on pourrait connaître pire, mais il faut aussi reconnaître que la pluviométrie a atteint une barre, un niveau record. Il y a de cela 50 ans,
c'est la plus forte pluviométrie qu'on vient de connaître, après ce qui s'est passé en 1967, je crois, où on a eu 260 mm de niveau d'eau. Tout dernièrement, on est allé à 150 mm de niveau d'eau. Mais tout ça, là, je dis, c'est vrai que la pluviométrie est très forte, mais on pouvait aussi prévoir. Aujourd'hui, vous pouvez faire des projections météo sur environ 6 mois. Vous savez combien, s'il doit pleuvoir, combien il y aura comme niveau d'eau, etc. Et vous mettez, on a eu suffisamment de temps. Quand je vous donne par exemple le cas du tronçon sur l'avenue, je crois, c'est l'avenue Pia, je crois. En Flaugaclé. Voilà, à partir de Djolé, rond-point Djolé, le rond-point Djolé à Tidogomé, et qui va à faire pavé au niveau de Tochi. Mais le chantier là a été entamé bien avant, plus de 6 mois déjà. Mais pour faire un pavé sérieux, soyons sérieux. Hein? C'est vrai qu'il fallait démolir une partie avant d'installer le nouveau Sans pavé. oublier qu'il faut ramasser aussi ce qu'on a enlevé. Effectivement, pour ramasser ce qu'on a enlevé, 6 mois, raisonnablement 6 mois suffisent. 6 mois pour une entreprise qui a mis tous les moyens à disposition. Puisque quand tu postules à l'offre, tu sais très bien que bon, tes matériels, je vais l'acquérir puisqu'ils n'ont pas tout le matériel à leur disposition. Je sais que ça, je vais l'acquérir ici, ça, je vais l'acquérir ici, puisqu'on vous dit, le chantier va commencer tant. Vous avez suffisamment de temps pour le faire. Mais on a passé, le chantier est resté là intouché durant 2 mois par exemple. Et après, ils reviennent, ils font des grimaces sur le terrain, ils repartent. Et ils reviennent après, des semaines après. C'est comme ça. Aujourd'hui, la pluie est venue remettre en cause tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Donc, vous voyez, ça veut dire que tout ça, c'est une question de volonté, de responsabilité. Moi, je dis, l'affaire de notre pays, enfin, l'affaire de nos sociétés africaines, ça se résume en 3 mots. Volonté, vision et capacité. Et capacité. Très bien, on a compris, je crois qu'on est assez suivi. Tout ce que nous disons, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises. Nous allons revenir rapidement à la primature où nous avons un homme nommé. Il s'agit du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Selom Komi Klassou, qui a été nommé vendredi dernier à travers un communiqué, un décret présidentiel, on va dire comme ça. Aujourd'hui, l'homme est déjà là et son sujet fait la une des journaux. La fraternité s'est intéressée à ce sujet, Joël. Effectivement, vous avez effectivement lu la une de notre parution où nous avons titré du campus à la primature, le portrait recto. On a dressé un portrait recto verso de Selom Komi Klassou. De Selom Komi Klassou, qui se trouve être l'un des 5 mousquetaires qui ont été à la commande de l'ascension mouvementée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005. Alors, nous estimons que on a voulu un peu comprendre pourquoi le chef de l'État a porté son choix sur Selom Klassou, parce qu'il faut dire que sa nomination a été une surprise. Sa nomination a été une surprise parce que les supputations, toutes les spéculations qui allaient de gauche à droite, n'avaient en aucun cas cité le nom de quelqu'un comme Selom Klassou. Bon, maintenant, sa nomination a été une surprise pour cette deuxième raison qu'on s'attendait à ce que soit ils prennent quelqu'un d'expérimenté ou alors quelqu'un qui a l'étoffe de Gilbert Konsou Humbo, dont le passage, enfin le bilan de son passage est accepté presque par tout le monde. Donc le choix de Selom Klassou a été une surprise et on s'est dit certainement que le chef de l'État a des raisons de le prendre. Donc à cela, moi je me dis à la place du chef de l'État, c'est pas à la place du chef de l'État n'importe qui, pour tout responsable du pays, il se demande, bon, pour le quinquennat à venir, supposons que je le cadre pour 5 ans, même pas pour 5 ans, c'est-à-dire pour les 2 ans à venir, ou un premier ministre fait au moins environ 1 an, 2 ans. Le mandat le plus bref, le plus court, ça a été celui de Komla Mali, qui on a copié après qu'on a servi que de tremplin. Alors, si je le prends pour 1 à 2 ans, dans ces temps-là, dans ces mois à venir, quelles sont mes priorités? Il faut qu'il fasse les réformes. Même ses partenaires qui ont fermé les yeux sur les bobos qui ont émaillé comment vous l'appelez, l'élection du 25 avril. On va dire la vie politique. Voilà. Bon, surtout les élections du 25 avril. Ils lui ont rappelé que non, il faut désormais faire les réformes. Et moi je dis les réformes, c'est pas forcément la limitation du mandat. Moi ça c'est ma conception.
Parce que la limitation du mandat ne veut rien faire, on va revenir sur ça après. Alors, il faut faire les réformes, il faut gérer le fonds social, il faut rassurer les acteurs, enfin, ceux-là qui font briller chaque fois le fonds social. Et il faut continuer, enfin, il faut quand même maintenir la croissance. Et maintenir la croissance, ça veut dire qu'il faudra créer un cadre dans lequel tous les Togolais, quel que soit leur bord, se retrouvent et chacun contribue, d'abord chacun retrouve la confiance en son pays et contribue à ce que le pays émerge avec la garantie que tout le monde sera partie prenante dans la redistribution de cette richesse-là. Donc, quand tu dresses, tu dresses, comment on l'appelle, pour répéter, on dit le profil. Le profil. Voilà, quand tu dresses le profil de celui qui va exécuter cette mission, enfin, quand tu dresses le profil là, tu vois par rapport à ça qui répond le mieux. Bon, moi je dis ce qui a plaidé en faveur de Selom Klasso. Quand nous parlons de son portrait recto verso, quand nous parlons le recto, c'est ce qui est positif, c'est un homme, c'est un négociateur de premier rang dans le parti. Et c'est quelqu'un qui connaît, du moins tous ceux-là, tous ces barons du RPT, il les connaît tous, il a eu à travailler avec eux, puisque c'est eux aussi qui ont capoté, qui ont fait voler en éclat la volonté de Humbo. Donc il faudrait aussi gérer ces gens-là. Maintenant, lui-même il est enseignant de formation. Il est du milieu d'où viennent les grévistes là qui font aujourd'hui la majorité de la STT. Il a eu à connaître tous les postes. Il a été d'abord préfet, donc un homme qui était de terrain. Il a été ensuite ministre des Sports, ministre de l'Enseignement. Et là, sans compter que le football togolais, le sport togolais, il faut le relancer aujourd'hui. Il y a toute une base politique que le gouvernement a adoptée tout dernièrement. Il a été ensuite au Parlement. Il sait ce qui a conduit au blocage du vote des réformes. Et sans que nous avons eu le temps de dire qu'il était même au premier rang de ceux-là qui ont refusé que le projet soumis par le gouvernement passe. Donc avec tout cela, il est l'homme idéal. Maintenant dans son portrait verso, c'est l'homme Klasso, quoi qu'il soit discret, il ne se fait pas trop voir. Là, c'est un cacique, quoi qu'il soit négociateur de premier loge. C'est tellement que même c'est pour ça que le pouvoir l'envoie souvent. C'est un cacique, c'est quelqu'un qui n'aime pas renoncer à sa logique quand il se lance. C'est l'homme Klasso. C'est également non seulement un cacique, mais c'est un des militants inconditionnels, c'est-à-dire qu'ils ne jurent que par le régime. Ils sont un peu produits du régime, donc ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc celui-là, il ne peut pas trahir. Donc quand tu vois tous ces paramètres, tu te dis, ok, d'accord, le chef de l'État a ses raisons de le prendre. Parce que d'abord, il est fidèle. Faure Gnassingbé aime souvent ceux qui sont discrets. Il est discret. C'est un négociateur, il a été enseignant, il connaît le milieu, etc. Bon, maintenant, il est choisi. Bon, est-ce que tout ce qu'on a pensé de bien de lui, il va le traduire dans les actes? On attend de voir. C'est trop tôt. On attend de voir. Mais est-ce que il prendra l'orgueil et la dignité de prouver le contraire de tout ce qui... Enfin, tout ce qu'on lui reproche de négatif, tout ce qu'on trouve négatif chez lui, est-ce qu'il va les remettre, comment vous l'appelez, les remettre en dehors de la primature, voilà, derrière les rideaux et mettre devant les Togolais, enfin mettre au service de la nation ce qui est positif? On attend de voir. Donc, voilà. Il vient d'être nommé, il n'a même pas encore formé son équipe. On attend de voir. Oui, le sujet a également intéressé Temps Nouveau qui a parlé du retour d'une gestion de rigueur. Oui, dans le portrait fait par mon confrère Joël, il a parlé d'un monsieur qui est discret, un monsieur qui est aussi un cacique du pouvoir. Donc, vous comprenez par là que M. Faure Gnassingbé a fait l'option de la rigueur. C'est un monsieur qui est rigoureux. M. Klasso n'est pas aussi une personnalité qui est débraillée, entre guillemets, au point de vue conviction et au point de vue assumation de ses pensées. C'est un monsieur que nous avons connu à l'Assemblée nationale comme étant cohérent avec la ligne directrice de son parti. Un monsieur qui sait défendre ses valeurs, et un monsieur qui ne fait pas du bruit et sans que cela ne soit nécessaire.
Donc comprenez donc que M. Faure Gnassingbé avait besoin pour ce nouveau mandat d'un monsieur de la stature que M. Célon Classou. M. Célon Classou, vous le savez, est vice-président, ou bien était vice-président de l'Assemblée nationale, donc est forcément issu des rangs de UNIR. Donc c'est un militant d'abord du parti. Et si M. Faure Gnassingbé veut assumer sa victoire, je pense qu'il était de bon ton qu'il choisisse quelqu'un qui soit issu de sa formation politique pour mieux traduire sa politique et sa vision pour le Togo. Donc ce choix, voilà aussi des paramètres qui ont concouru au choix de M. Célon Classou. Si je viens sur le plan géopolitique, c'est que vous comprenez qu'il y a en tout cas une loi qui n'est pas érigée, quand même qui n'est pas institutionnalisée, mais qui est en tout cas insidieuse dans le pays, qui voudrait que le Premier ministre soit issu de la partie sud du pays. Et donc ça aussi, c'est passé par là. Et comme nous le disons, je pense que je vous ai dit, et avant même cette nomination, qu'il est probable que le Premier ministre vienne des plateaux, parce que le plateau, vous savez que c'est le grenier du militantisme de UNIR, c'est là où on trouve beaucoup de militants, et c'est une région qui donne beaucoup de sièges au parti UNIR d'abord. C'est une région aussi qui, en termes de mobilisation, ne se donne pas la peine quand même de se mobiliser pour la cause du parti UNIR créé par M. Faure Gnassingbé. Donc si on prend tous ces aspects, on comprend donc que M. Faure Gnassingbé a voulu quelqu'un de sérieux, de rigoureux et quelqu'un de fidèle. Bon, maintenant, quand nous venons un peu sur le plan gestion, il fallait quand même quelqu'un de dur, parce que l'expérience a prouvé que tous ces nouveaux, ce que nous appelons les parvenus là, sont passés plutôt par des acrobaties, des contorsions pour s'enrichir. Ils sont immensement riches, qu'ils n'ont plus d'égard envers toute personne qui se poserait devant eux. Même le Premier ministre me demande si ces zélés-là, ces personnalités qui ont amassé des milliards, auront beaucoup de respect envers ce Premier ministre. Mais Classou, avec son expérience dans le parti RPT, et après qui a migré vers le parti UNIR, on se dit qu'il peut quand même, à un moment donné, lever son petit doigt et dire certaines choses, et ces parvenus-là vont redescendre sur terre. Ça aussi, je pense que c'est un aspect aussi qui va nous amener à fonder beaucoup d'espoir sur la gestion que fera M. Classou de cette primature. Mais la grande inquiétude, c'est que M. Classou fait partie de ceux qui ont rejeté la loi de réforme et la loi de le projet introduit par le gouvernement, introduit par le projet plutôt introduit par le gouvernement en termes de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et donc on se demande si ce monsieur va accepter et prendre des initiatives lorsqu'il sera à la primature en ce sens. Il est déjà à la primature. Bon, ok. Il n'a pas encore pris fonction. Mais il est déjà à la primature. À ce que je sache, il n'a pas encore pris fonction parce qu'il n'y a pas encore eu passation de service entre lui et M. Aoumezounou. Donc pour le moment, je me garde de dire qu'il soit à la primature. Donc c'est lorsqu'il prendra fonction officiellement que je dirais que M. Classou est en train d'assumer les charges de Premier ministre dans notre pays. C'était une parenthèse. Donc revenons maintenant sur le côté des réformes dont je parlais. Ce monsieur, j'ai beaucoup peur. Est-ce qu'il pourra prendre des initiatives en ce sens? Parce que quand on parle de réformes, c'est un défi qui se pose dans notre pays. Il faudrait qu'on aille vite vers ces réformes. Nous n'allons plus être un pays qui se singularise par des dispositions constitutionnelles. Il a quand même dit qu'il y aura des réformes dans d'autres secteurs. Qui ne sont pas conformes avec les standards internationaux et en matière de démocratie, bien sûr. Et M. Classou, je me demande est-ce qu'il va froisser les gens, parce que s'il a tendance dans sa formation politique est de ne pas faire les réformes, je me dis que lui ne viendra pas faire le miracle, et de deux,
nous avons aussi dans ce pays une phrase consacrée qui dit sur instruction du chef de l'État. Donc s'il ne reçoit pas les instructions, est-ce qu'il va prendre des initiatives en ce sens? Puisque son mentor c'est M. Faure Gnassingbé. Si M. Faure Gnassingbé ne lui dit pas à M. le Premier ministre, prenez des initiatives en ce sens pour qu'il y ait des réformes, je pense qu'il va rester là-bas et tourner en rond. Donc il faudrait que M. Classo nous démontre qu'il est un Premier ministre qui va véritablement accompagner Faure. Et comme la vision de Faure, c'est d'aller vers l'émergence, d'aller vers le progrès, et il a même parlé des réformes. Donc la commission qui sera mise en place aussi pour réfléchir sérieusement, comme on le dit, en profondeur sur les réformes qu'il faut dans notre pays, il faudrait que M. Classo regarde un peu cette commission et donne tout ce qu'il y a comme moyen et logistique pour que cette commission aille vite, pour que le pays se dote des lois beaucoup plus démocratiques et qui sont conformes aux standards internationaux. Voilà, Joël, vous partagez l'inquiétude d'Ibrahim tout à l'heure quand il parlait des réformes, puisque vous l'avez effleuré un tout petit peu, mais il est encore allé un peu plus loin. Oui, la seule nuance que je voudrais apporter, bon, avant de mon sens, je voudrais faire remarquer que avec les 2 dernières nominations que Faure Gnassingbé a fait, on a compris que la primature est devenue un poste d'évacuation, un poste d'expédition. Voilà, d'expédition des volontés du chef de l'État, puisque même constitutionnellement, c'est un poste d'exécution des volontés du chef de l'État. Maintenant, il faut expédier. Maintenant, pour l'expédier, il faut avoir quelqu'un de confiance qui, dans l'exécution, ne vous trahisse pas. Donc, ne posera aucun problème. Ça veut dire que pour ce poste-là aujourd'hui, il faut être un militant résolu, un militant convaincu, qui a fait ses preuves et qui est admiré par Faure Gnassingbé. Sinon, le contraire, il faut que Faure nous prouve que le contraire pourrait aussi arriver, parce que Gilbert Humbo a fait une exception qui a permis aujourd'hui de lancer la croissance et de solidifier la croissance. Et donc, Ahmed Zoum n'est venu que surfer sur ce que Humbo a déjà acquis, parce qu'il faut donner les partenaires internationaux, etc., mettre en phase les cadres, faire les réformes et autres là. Il faut quelqu'un de poigne, il a réussi à le faire, et les autres ne sont venus que surfer sur ça. Maintenant, pour parler des réformes, je dis, les réformes sont importantes en ce sens que on parle de croissance. On dit le Togo, la croissance est soit constante ou en hausse depuis 2006. Mais est-ce que vous sentez les fruits de cette croissance-là? Donc c'est en cela que les réformes sont importantes. Et moi je dis les réformes sont importantes, pas en termes de limitation de mandat, mais en termes ça aussi les gens en parlent suffisamment. Justement, non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Vous savez, le débat politique a été toujours pris en otage par un clan qui est en partenariat parfait avec le pouvoir. Ils ont souvent canalisé les gens dans le sens de limitation. S'il n'y a pas de limitation, donc il n'y a pas de réforme. C'est des histoires. Vous prenez le cas de Shanghai, où le Premier ministre a fait 31 ans. Mais si vous prenez par exemple la CEDEAO, aujourd'hui on n'a que le Togo et la Gambie qui sont dans cette situation. Oui, mais excusez-moi, c'est un choix. Mais la Chine a choisi de rester communiste pendant que la Russie est partie faire son expérience démocratique et autres là, avant de revenir aujourd'hui à part de géant même. La Chine a choisi d'être communiste, d'avoir toujours un président, enfin sa gestion qui est décriée partout, mais ils ont fait leurs preuves. Ils sont aujourd'hui première puissance économique. Mais il faut qu'on soit réaliste, c'est-à-dire que je ne sais comment dire, il ne faut pas qu'on se mette dans la tête que c'est celui, quand vous avez des institutions fortes, quand vous avez, des lois très fortes, rigoureusement respectées, quel que soit celui qu'on met là, on dit quoi que tu n'aies pas d'expérience politique, même si on te met à la tête du pays, ça marchera. Parce qu'on a construit la nation depuis la base. Mais Barack Obama a eu combien d'expérience avant de devenir président des États-Unis? Et on se rend compte aujourd'hui que, en fait, c'est pas Barack Obama qui décide. Parce qu'avant qu'il ne décide, il faut que le Sénat avalise, il faut que la Chambre, il faut que le Congrès, l'adopte. Ça fait des débats, etc. Au point que même la Constitution américaine a connu 44 amendements. C'est parce que les Américains ont dit, ok, d'accord, tous les hommes sont intéressés
alors versons toute notre confiance dans nos textes. Ils ont tellement consolidé les textes que, mais pour le monde, vous avez vu, quand on a eu du mal, quand Al Gore et Bush sont arrivés en ballottage, mais attendez, il n'y a pas eu d'Américains dans la rue. Ils savent que non, que les textes sont tellement solides qu'on trouvera forcément une solution à cela. C'est cette vision-là qu'il faut donner à notre pays. Renforcer les textes et les institutions. Il faut renforcer les textes et les institutions. Parce que les institutions aussi qui font problème. Et ça n'a rien à voir avec les réformes constitutionnelles. C'est ça en fait les réformes. C'est en cela que je dois considérer les réformes. Les réformes, les réformes ne doivent pas être personnalisées, dirigées contre quelqu'un. Moi, je suis d'accord avec le chef d'État quand il dit que la commission qui a mise en place pour réfléchir sur les réformes doit prendre en compte l'histoire de notre pays, tout ce que nous avons connu comme processus politique jusqu'ici, pour sortir un texte. Maintenant, il reste à voir si cette commission-là ne sera pas prise en otage par les intérêts personnels, par les intérêts d'un clan, par les intérêts, comment vous l'appelez, par les intérêts régionalistes. Et est-ce que cette commission-là fera un travail vraiment qui permettra à ton fils, à mon fils, à mon frère, qui soit de Kara, qui soit de Dapan là, de se dire non, tant que je me mets à travailler, tant que j'obtiens mes diplômes sérieusement, j'aurai accès à l'emploi. Tant que je mets en place une entreprise dont les prestations sont reconnues, sont irréprochables, j'aurai accès, par exemple, au bitumage des voies, si c'est dans ma spécialité. Effectivement, tant que j'ai mon papier en règle, quand je vais au grand marché, j'aurai la boutique qui me revient. C'est ça. Tant que j'aurai bien composé à l'école, tant que je suis un étudiant appliqué, ben, je vais sortir nanti de mon diplôme. C'est ça en fait la vision. Et puis je n'ai pas besoin d'avoir un parrain, quelqu'un dans le gouvernement, quelqu'un dans l'armée, et autres là, avant de pouvoir vivre aisément Lomé. Je n'aurais pas besoin de venir sur une chaîne, un média pour, excusez-moi, raconter, tenir des arguties, mentir aux populations comme mentir dans une fausse vérité. Non, est-ce qu'il s'agit de mentir puisque c'est une confrontation d'idées? Je n'ai pas besoin de venir défendre l'indéfendable. Je n'ai pas besoin de venir voiler la vérité pour qu'au sortir de mon émission, j'aille émarger quelque part pour pouvoir vivre à Lomé. Très bien, on vous a... C'est ça en fait l'enjeu. Assez compris. Donc, si on comprend bien, l'essentiel aujourd'hui, c'est de renforcer les tests et les institutions de la République, comme l'aurait dit le président américain Barack Obama, cité ici entre-temps par Joël. Il a dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Ce qui nous amène donc à aller vers le ministère de l'Agriculture pour allumer les projecteurs et voir ce qui se passe entre ce ministère et son partenaire financier, le FIDA. Tout tourne autour du projet agricole PADAT. Ibrahim. Oui, effectivement, nous avons appris et nous avons pu avoir copie d'un courrier que le FIDA aurait adressé, a plutôt adressé aux responsables du ministère de l'Agriculture concernant leur refus de donner leur accord de non-objection à l'exécution du PADAT au Togo. Quand on refuse de vous accorder leur non-objection, ça voudrait dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous proposez comme stratégie pour l'exécution de ce projet. Donc, du coup, c'est qu'il y a un arrêt du projet et éventuellement le décaissement des fonds pour pouvoir piloter, pour pouvoir conduire ce projet dans le sens voulu par l'accord de financement de ce projet. Et lorsque le courrier est tombé entre nos mains, nous avons dit que cela confirme tout ce que nous avons eu à révéler de par le passé, l'amateurisme et surtout le gangstérisme qui caractérise la mise en œuvre de ce projet au ministère de l'Agriculture. Je vais partir d'un fait. Il y a une unité de gestion, c'est-à-dire qui a été mise en place pour pouvoir piloter le PADAT. Et cette unité de gestion, après 3 ans, il était convenu qu'il y ait une évaluation. L'évaluation devait se faire selon les cahiers de charges de concert avec le bailleur, avec le FIDA. Mais il s'est fait que le ministère de l'Agriculture est allé chercher son évaluateur qui est venu évaluer les gens à qui on a donné des notes minables. Et ce qui est vraiment grave, c'est que l'évaluateur
est revenu un peu plus tard postuler au poste de celui qu'il a évalué comme étant un homme incompétent et il a pris le poste. Il y a conflit d'intérêts. Dans les systèmes de passation de marché, dans les systèmes de gestion orthodoxe des affaires publiques, cela ne se passe pas. Je ne peux pas venir évaluer quelqu'un et après tout revenir prendre sa place. Ça ne se fait pas. Mais cela s'est fait au ministère de l'Agriculture et lorsqu'il y a eu, nous avons eu vent qu'il y a eu des plaintes qui ont été envoyées à la commission anticorruption du FIDA et le Togo. Vous comprenez que quand on introduit des plaintes là-bas, c'est le Togo qu'on est allé afficher là-bas comme étant un pays qui ne respecte pas aussi les règles de bonne gouvernance. Et je pense qu'on n'est pas en train de nous faire de la bonne publicité auprès de ce bailleur. Et le FIDA a dit non, il faut que je vois clair dans ce qui a été fait, dans l'évaluation de cette unité de gestion et éventuellement voir aussi s'il n'est pas aussi bienséant quand même qu'on fasse l'audit général de la gestion de ce projet. Donc, je pense que c'est ce que le FIDA demande et c'est ce qui nous a amené à dire que le FIDA a suspendu le PADAT. Et ça, vous comprenez que le PADAT, c'était au bénéfice des producteurs. Et avec cette suspension, si le FIDA n'arrive pas, si la partie togolaise n'arrive pas à convaincre le FIDA, c'est que ça serait l'arrêt de ce projet. Et vous voyez que le Togo est en train de perdre des milliards comme ça dans le développement de son agriculture. Et c'est vraiment très dangereux pour notre agriculture. Vous savez que le chef de l'État a misé sur l'agriculture dans toutes les stratégies pouvant nous amener vers l'émergence. Et le chef de l'État est allé négocier le PNIASA. Et lorsque le PNIASA a été conclu avec tous les partenaires que nous connaissons, notamment la Banque mondiale et le FIDA et même la BOAD, il s'est fait que... la BOAD et la BIDC. Il s'est fait que la gestion de la mise en œuvre du PNIASA était l'affaire du ministère de l'Agriculture, puisque c'est ce ministère qui s'occupe de l'agriculture. Mais la gestion se fait d'une manière que les responsables du ministère de l'Agriculture pensent que c'est eux seuls qui devaient suivre l'exécution de ce projet, même s'il est avéré qu'il n'y a pas de ressources humaines compétentes pour pouvoir conduire ce projet. Et du coup, on va dans la navigation à vue, on a fait à sa tête parce qu'il y a des fonds à disposition. Et, en tout cas, c'est un sujet qui intéresse. On va y revenir dans un numéro spécial. Tout à fait, nous continuons toujours de faire les investigations et le moment viendra, nous vous dirons ce qui se passe vraiment en termes de magouille. Parce que nous avons appris aussi qu'il y a un cabinet qui s'occupe du recrutement du personnel et notamment le suivi aussi du projet qui s'est aussi accoquiné avec certains responsables. Et vous comprenez qu'il doit y avoir des rétrocommissions parce que si ce cabinet a été disqualifié ailleurs et qu'au Togo, ce cabinet a été pris, choyé, pris dans les cas, c'est qu'entre-temps, il y a eu la magouille qui est passée là-bas et des rétrocommissions. Nous avons appris des cas de certains responsables qui auraient négocié des bourses d'études payées par ce cabinet et que en échange, vraiment, on ferme les yeux sur toutes les dérives que l'on peut constater dans les institutions. On va y revenir, comme dit. C'est un dossier très dense et je pense que c'est une partie que nous avons larguée dans notre parution du jour. Et c'est au prix de 250 francs CFA. Et nous allons continuer pour mettre à nu tout ce qu'il y a comme désordre et, disons, bordel qu'on fout dans l'exécution du PNIASA dans notre pays. Voilà, encore peut-être 1 minute 30 secondes dans cette émission. Joël, voilà, exposer un tout petit peu cet article qui fait la une du journal Temps Nouveau ce matin par rapport au ministère de l'Agriculture. Non, je dirais brièvement que la mauvaise exécution de ce projet, on le voit tous les jours. Les agriculteurs le voient. Tout le monde le voit, c'est des véhicules qu'on voit à la place des engrais, quand vous voyez dans les journaux, c'est des appels d'offres pour la construction des locaux qu'on voit au lieu de fournir, comment vous l'appelez, les intrants aux populations et du matériel, comme l'a dit mon confrère. Donc la preuve, c'est-à-dire que la preuve maximale
La preuve flagrante, c'est la dernière augmentation du prix du maïs qu'on a connue. C'est-à-dire que si... Et ça a été jugulé puisque l'ANSAT a déversé les maïs, les céréales sur... Attendez, nous avons eu du maïs. Ça n'a pas au été point que jugulé. nous avons eu des excédents de maïs qu'on a vendus. Et nous-mêmes, on ne trouve plus à manger. Mais est-ce que non, il y a actuellement les maïs de l'ANSAT sur le marché. Oui, mais la manœuvre là-bas pour le maïs de l'ANSAT, il faut que nous disions clairement ce qui se passe. Le maïs de l'ANSAT est venu sur le marché presque au même prix que ce qui est sur le marché. Moi, je ne vais pas aller prendre du maïs charançonné. Voilà. Au même moment où des bonnes femmes me proposent des maïs bien en forme, bien en état, et au même prix. Non, ça, je ne veux pas. Moi, je voudrais dire en substance que tout cela doit permettre, doit guider la composition de l'équipe à venir, afin que, après eux, après ces futurs ministres-là, qu'on ait un Togo digne, qu'ils laissent derrière eux un Togo digne, ou un Togo où ils ont laissé l'exemple pour ceux-là qui vont les suivre. Pour ceux-là qui vont les suivre. Et pour qu'on n'ait pas besoin de traverser Niamey et Lagos, etc. pour aller à Lampedusa. Très bien, on vous a assez compris. Merci, donc ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Grand jury, vous avez compris, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous allons revenir dans le courant de la semaine ou peut-être la semaine prochaine, surtout sur le plan agricole. Nous sommes très intéressés, nous allons y revenir. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Merci à nos invités. Nous étions avec Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité, journal dans les kiosques depuis hier à 250 francs CFA, et puis le directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Acha, journal également dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs CFA, sans oublier d'autres journaux comme Écho du Pays qui vient de nous parvenir tardivement. Mais nous allons y revenir peut-être dans nos prochains programmes. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous renvoie donc au www.ebenradio.com et le www.togovision.com, sans oublier le www.togo-6online.co.uk, des sites qui s'intéressent à notre émission et qui vous les mettent sur le réseau. Bien de choses donc, au revoir.